Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI1. Quel bonheur d'être en votre compagnie. Alors aujourd'hui, une émission spéciale s'offre à vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un éminent professeur, un grand monsieur qui a apporté énormément à l'éducation nationale, mais pas que. Il est anthropologue, sociologue, premier président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, membre fondateur de l'ASCAD. Avec lui, on parlera de l'anthropologie, ce qu'elle apporte aux civilisations. On parlera également de son regard sur l'éducation nationale. Vous le savez, c'est pour ça qu'on aime également ce midi. On passe des moments joyeux, des moments ludiques, mais surtout, on apprend des choses et des choses très importantes. Je ne serai pas seule aujourd'hui, vous le savez. Tous les jours, j'ai une équipe formidable autour de moi, une équipe qui m'accompagne pour votre plus grand bonheur. Aujourd'hui, on va accueillir notre très cher Mohamed Lamine Sanogo. Il arrive. Il sera accompagné de Jenny Sanfrin. Et celui qui arrive, il est professeur dans une spécialité méconnue. La pré-psychologie. Il s'agit de Dr Philo. Alors, merci, cher public. Merci beaucoup, une spécialité méconnue. Enfin, je suis professeur Philo, madame. Merci de vous ovationner encore pour cette présentation luxueuse qui n'a le point. Alors, souffrez ça, bien entendu, donc, que vous avez des invités, sinon des chroniqueurs, dont l'un souffre d'une alopécie banale. Alors, souffrez d'un donc, professeur de l'école académique de Koumbi Sale, précisément au Ghana. Alors, je viens ici quand même au nom de la pré-psychologie, cette science même qui étudie les hommes. Alors, par conséquent, toutes les sciences sont nos petits frères. Votre invité d'aujourd'hui fut mon élève à l'école, à l'époque à Bouaké. Ah oui? Oui, c'est un petit anthropologie, c'est en dessous de la pré-psychologie, mesdames et messieurs. Nous allons lui donner des enseignements aujourd'hui. Au gré. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour Mohamed Lamine Sanogo. Bonjour Eva, pour enchérir et surtout pour compléter mon confrère, je dirais que dans l'Empire mandingue qui parle d'anthropologie, on parle de tradition orale. Et Sundiata Keita le disait, Kuma Todenedo, Niedobo, Dobi. Jenny Sanfrin, comment ça va aujourd'hui? Super bien Eva. Je suis vraiment ravie d'aujourd'hui encore apprendre. Ça y va de notre culture et aussi de notre quotidien. Exactement. Merci. Alors aujourd'hui, vous le savez, on aura la présence de Abi Raoul et Abi André, s'il vous plaît. André Abi et de Sabine Jérémy qui auront des chroniques à vous proposer. Pour l'heure, je vous demande de faire une ovation des plus méritées à ce grand homme. Je l'ai dit, anthropologue, sociologue, premier président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, membre fondateur de l'ASCAD, le professeur Kwaku Nguessan François. Wow. Merci d'être présent sur le plateau. Alors, comment vous allez, professeur? Ça va, merci. Ça va très bien. Alors, professeur, votre parcours, il est riche. Votre parcours est très évocateur de l'homme passionné et passionnant que vous êtes. On va informer nos téléspectateurs déjà, pour bien installer les choses, que notre invité a eu le bac en 1966. Rien que ça. En 1966, c'est bien ça. Alors, à l'époque, hein, quand on parle avec nos parents, ils ont tendance à dire que oui, l'époque n'était pas la même. Les études étaient peut-être plus intéressantes, l'environnement également. Qu'est-ce qui vous marque de l'obtention de votre bac en 1966? Ben, en 1966, j'ai eu ce baccalauréat série philosophie.
à partir du collège catholique Notre-Dame d'Afrique, qui était dirigé par des prêtres de la compagnie des Assomptionnistes. C'est une congrégation française, d'où j'ai fait la 6e à la terminale. Et qu'est-ce qui vous marque de cette époque? Cette époque, ben, c'était la rigueur. La rigueur au niveau de ce collège catholique dirigé par des prêtres. Et la réglementation y était très sévère, évidemment. Donc, il fallait véritablement s'accrocher parce qu'il n'y avait pas de demi-mesure. Ou c'était ça, ou ce n'était pas ça. Et cette rigueur vous permet d'obtenir, je l'ai dit, en 1966, votre baccalauréat. Oui. Ensuite, vous allez à l'université de Cocody. Vous êtes en lettres, études de lettres. Vous obtenez d'ailleurs une maîtrise. Oui, j'intègre l'école des lettres et sciences humaines. Et cette école des lettres et sciences humaines, on commence par la propédeutique pour terminer par la maîtrise, parce qu'il n'y avait pas de 3e cycle. Et après donc cette maîtrise, vous obtenez une bourse. Vous envoyez pour la France, plus précisément la Sorbonne, Paris 5, pour un doctorat. Un doctorat en sociologie. C'est cela. Un doctorat en sociologie. J'ai fait une thèse de sociologie sur le sujet étude de Cocody et sa population dans le développement de la ville d'Abidjan. Mais j'avais pris des précautions pour que ce doctorat se fasse assez rapidement. En ce sens que quand j'étais en licence, je préparais déjà mes recherches pour la maîtrise. Et en maîtrise, je préparais déjà la documentation pour le 3e cycle. Si bien qu'arrivé en France, à Paris, à l'Université de Paris, j'avais suffisamment de provisions du point de vue de la recherche du terrain pour faire ce doctorat en 2 ans. J'y ai trouvé des collègues, des compatriotes plutôt, à la cité universitaire d'Antony, qui étaient là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et toujours boursiers. Et quand en 2 ans j'ai fini cette thèse, ils n'étaient pas très fiers de moi. Ils disent comment? Toi, tu viens en 2 ans, tu finis un doctorat alors que nous sommes là depuis 4-5 ans. 5 ans. On va commencer par savoir qu'en 2 ans, on peut faire cette thèse. C'est possible. Bon. Mon option, ce n'était pas moi de rester là-bas. Ils avaient peut-être d'autres raisons de s'attarder. Et moi, j'avais d'autres pour revenir plutôt en Côte d'Ivoire. Et vous revenez d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Vous êtes, on va dire, pas forcément dans l'ordre parce que votre carrière est vraiment riche, assistant à l'université, mais avant, vous étiez à l'autorité pour l'aménagement de la vallée du Bondama, vous avez été maître assistant, puis vous avez fait encore un autre doctorat. Vous retournez à la Sorbonne en 1979, cette fois-ci en sciences humaines, lettres et sciences humaines. Vous revenez à l'université en 1980, vous êtes directeur de cabinet de nombreux ministères, notamment celui de la condition féminine, dirigé donc par Mme Jeanne Gervais, directeur de cabinet du ministre des Affaires sociales, c'était M. Yaya Ouattara. Vous avez été assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Et puis l'université d'Abidjan crée 3 centres universitaires. Et vous êtes choisi pour diriger celui de Bouaké. Oui, je suis choisi pour diriger celui de Bouaké, mais je n'étais pas désireux d'être ce candidat-là. J'avais été choisi, mais ma volonté était de rester toujours au cabinet, assurer des enseignements, mais pas aller diriger une université. Donc j'ai refusé a priori cette offre. Mais j'ai eu une pression très forte et je me suis résolu à aller à Bouaké pour aller ouvrir cette université. Nous étions 3 pour ouvrir ce centre universitaire, le centre universitaire de Cocody, avec le professeur Owo Asepo-Antoine, de mes aînés. Ensuite, le professeur Aïdara Daouda, pour le centre universitaire d'Abobo Adjamé, et enfin, le centre universitaire de Bouaké. Vous restez jusqu'en 2003. Jusqu'aujourd'hui, professeur, jusqu'aujourd'hui, vous suscitez en nous un bel engouement intellectuel. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à ne point abandonner? Parce que jusqu'aujourd'hui, même en nous dispensant ces cours, vous apprenez. Et vous avez toujours voulu apprendre. Pourquoi? Oui, il faut toujours apprendre parce qu'on ne finit pas d'apprendre. J'ai vu un proverbe qui disait que
le succès n'a pas besoin d'apprentissage, de leçons, et que c'est l'échec qui a besoin de leçons. Ce n'est pas mon point de vue. Parce que quand on a eu du succès, alors on doit pouvoir aider les autres à bénéficier de ce succès. Mais quand on a échoué, il faut aussi apprendre à tirer les leçons de l'échec. Donc le succès, comme l'échec, doivent servir aux autres, à l'école de la vie, à l'école de la société. Voilà. Merci. Comme on dit, jamais un échec, toujours une leçon. On se retrouve dans quelques instants, juste après. L'histoire du jour, elle est rédigée par Adi Raymond et rendue par Espérance Kwaku. Du haut de ses 81 ans, François Nguessan Kwaku, ex-président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké et président honoraire de la dite institution depuis 2003, est un universitaire accompli. Après 15 ans d'activité dans l'administration, où il occupe successivement les postes de directeur de cabinet au ministère de la Condition féminine, de directeur de cabinet au ministère de la Jeunesse et des Sports et de directeur de patrimoine culturel au ministère de la Culture, il jouit de la confiance de l'État de Côte d'Ivoire pour diriger l'université de Bouaké de 1992 à 2001. Intellectuel hautement respecté dans son milieu, le professeur François Nguessan Kwaku intègre plusieurs institutions de recherche, dont l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, dont il est un membre éminent depuis 2000. Ce mardi, Eva Amani et son équipe de chroniqueurs mettent à l'honneur dans ces midis l'un des cerveaux les plus chevronnés du milieu universitaire en Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, on va parler un peu de votre spécialité. Hein. Vous êtes, on l'a dit, sociologue, anthropologue. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on entend par sociologue, anthropologue? Sociologie, c'est l'étude de la société. C'est cela. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. De l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on étudie? Parce que ça peut paraître vague comme notion. Qu'est-ce qu'on étudie quand on est sociologue, anthropologue? Oui. Alors, au niveau de l'anthropologie d'abord, comme vous le savez, on ne fera pas le coup, mais anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Okay. Cette étude de l'homme, nous la situons depuis l'origine des temps. Et essentiellement, elle s'oriente vers la société, les sociétés anciennes. C'est pour cela que cette anthropologie se préoccupe davantage de la culture, les fondements de la société, à partir de ses racines culturelles. Et en Afrique, comme vous le savez, nous sommes plusieurs groupes ethnoculturels et la variété de nos valeurs de culture, cette variété, elle est très dense. Et cette densité fait que nous avons besoin de connaître nos racines. Parce qu'en connaissant nos origines, nous pouvons véritablement nous identifier. Voilà, les uns par rapport aux autres. Et c'est l'ensemble, justement, de ces éléments socioculturels qui font notre unicité. Alors, pour parler spécifiquement de la Côte d'Ivoire, hein, oui. Que révèle donc notre anthropologie, par exemple? J'imagine qu'on va partir des différentes migrations, oui. des différents peuples qui se sont installés sur le territoire, ensuite qui ont fait des alliances, qui jusqu'aujourd'hui perdurent. Quand on parle de Toupé, par exemple, des alliances entre les peuples qui évitaient les guerres, qui évitaient des conflits, etc., jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela dit de la civilisation ivoirienne, je dirais ça comme ça? Précisément, ce sont là nos racines. Parce que ces alliances, à plaisanterie, comme on les appelle parfois, dont vous faites allusion, permettent de régler beaucoup de problèmes. Les alliances se sont nouées à partir des générations très anciennes. Et le Toukoué dont vous avez parlé en ce qui concerne les Akans permettent véritablement de rappeler ce que les ancêtres ont fait et qui nous permettent d'être encore ensemble. On trouve les mêmes types d'alliances, par exemple, chez les Sénoufo-Tagbonan. Quand on dit « Onakbo Fari », ça veut dire que nous tirons ensemble l'unité. Ou alors, en d'autres termes, l'allié,
c'est celui avec lequel vous avez des choses communes. Et ces choses communes remontent à l'origine des temps. Et cela vous permet de régler des problèmes qui paraissent apparemment non réglables, difficiles à régler tout au moins. C'est le cas, par exemple, quand on prend les Bambara Malinké, communément appelés Djoula, quand ils disent Senenguya, c'est l'alliance. Le Senengu, c'est l'allié. Et l'allié, c'est la personne, c'est le frère, en quelque sorte, ou la sœur. Parce qu'avec cette personne-là, les relations qu'on a sont irréductibles. Il ne saurait avoir de guerre, il ne saurait avoir de palabres, il ne saurait avoir de soucis majeurs avec les alliés. Parce que c'est une forme de fraternité sociale qu'on a. Alors, professeur, ce que je veux dire, c'est vrai qu'en tant que pré-psychologue, mais c'est quand même une chance pour nous. Pardon, est-ce que vous connaissez sa spécialité? La pré-psychologie. La pré-psychologie, la mère de toutes les sciences. Ouais. Vraiment, je ne la connais pas. Voilà, non, à l'époque, il n'y avait pas ça, donc voilà. Alors, sinon... Mais professeur, j'aurais aimé que vous disiez, par exemple, que vous connaissez quand même pour me donner un peu de notoriété devant toute la nation. Mais je veux dire que la pré-psychologie, nous, on étudie les peuples à travers. Quand je sais votre ethnie déjà, je peux donner votre avenir. Nous, en pré-psychologie, nous disons, par exemple, que quand une fille balou réussit dans la vie, elle est nounou. C'est une étude qu'on a faite. Oui. Et nous disons, par exemple, que les jeunes guerriers, quand ils avancent dans la vie, ils sont maîtres de maison. Nous disons que les jeunes gourous, eux, ils deviennent des videurs de poubelles. Et que les filles guerriers, vous en savez plus. Alors, comment est-ce que la grand-mère qui est au village, qui vous suit en ce moment, et qui dit, par exemple, qui sait, par exemple, que l'anthropologie étudie les hommes, le caractère des hommes, elle va se poser la question, pourquoi aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le même comportement que vous, votre époque, vous les gens d'avant, là. Pourquoi aujourd'hui ce changement de comportement? Comment est-ce que vous expliquez cela en anthropologie? Oui, n'oublions pas justement qu'à travers l'histoire, en Côte d'Ivoire, l'exemple que nous allons prendre, nous avons été au contact de nombreuses populations, tant au niveau du continent que venant de l'extérieur de notre continent. Alors, ces différentes migrations ont affecté, bien sûr, notre culture. Si on prend le cas des Bambara Malinké, il y a eu beaucoup de migrations, beaucoup de mouvements dans l'espace. Et chaque peuple, avec sa culture, ses particularités, ses interdits, a permis aux autres d'apprendre. Et ces échanges ont densifié nos rapports. Les alliances, d'ailleurs, sont nées d'une grande partie de ces migrations, de ces rapports socioculturels. Alors donc, on peut comprendre très bien que ces échanges ont permis de forger les cultures, de les ramener à donner les différenciations. Et lorsque, justement, on regarde depuis la colonisation, ces populations, depuis l'esclavage jusqu'à la période post-coloniale, toutes ces populations qui ont immigré dans la basse Côte d'Ivoire, je prends l'exemple que je connais le plus, celui de la région du Sud Comoué, la région d'Aboisseau. Vous trouvez des populations de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Prenez l'axe Abidjan-Aboisseau, en passant par Bonois, et à Maninkro, Diatokro, Ayénouan. Vous avez des populations qui viennent de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'après la colonisation, ces populations sont restées à tracer des routes sous les colons, ensuite à entretenir des plantations de café, par exemple la Société des plantations de Lima, qui est une société de plantation française. Et ce sont les colons qui ont créé ces plantations et on allait forcer les populations à venir travailler là. Après donc l'esclavage, après la colonisation, beaucoup de ces populations venues du nord de la Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du Soudan français et de la Guinée française, du Niger, sont restés. Sont restés dans cette région-là pour pouvoir justement entreprendre des activités qui permettent véritablement de retourner au pays dans de meilleures conditions. Ok, monsieur, vous avez parlé... Professeur. Ok, professeur, vous avez parlé d'alliance.
de la génération de l'an 2000 à 2025, nos jeunes n'ont pas vraiment cette culture des alliés, mais tissent quand même des fraternités avec d'autres personnes et deviennent même plus que des frères plus tard. Comment cela s'explique? Cela s'explique que, justement, cette fraternité a des racines solides. Parce que quand on est frère, on assiste le frère. Et quand on assiste le frère, même si ce n'est pas une fraternité biologique, cette fraternité sociale finit par créer des liens très forts qui peuvent aller à l'alliance matrimoniale, c'est-à-dire à un mariage, qui peuvent aller à l'assistance tout court. Le frère a des besoins, on assiste, parce qu'on se connaît depuis X temps, on a fait l'école ensemble, on a eu des aventures ensemble, et puis c'est ce sens qui dépasse les simples rapports de connaissance. Et à partir de ce moment-là, les liens se convertissent. Et cette conversion prend des racines dans le cœur, dans l'esprit, dans la volonté, dans les habitudes. Vos enfants deviennent également frères, et ainsi s'élargit cette fraternité sociale. Et c'est d'ailleurs cette fraternité-là qui m'a amené à faire ma thèse de doctorat d'État sur cette thématique, le sens de la fraternité en Afrique de l'Ouest. Pourquoi la fraternité? Parce que je suis né tout seul. Les deux frères que j'ai eus, un frère et une sœur que j'ai eus avant moi, sont décédés, que je n'ai pas connus. Et ma mère n'a plus fait d'enfant. Alors j'étais un fils unique. Être frère, pour moi, a pris un autre sens. Parce que me trouver avec quelqu'un qui est avant moi ou après moi, il n'y en avait pas. Donc je regardais toujours à droite, à gauche pour avoir quelqu'un comme frère. Et arrivé à l'université, j'ai pensé à cette thématique, la fraternité. J'ai dû travailler pendant plusieurs années sur cette fraternité et j'ai pu comprendre le sens à la fois intellectuellement et, j'allais dire, affectivement. Exactement. Au-delà des liens du sang, les liens du cœur. C'est cela. Que vous avez pu nouer. On a parlé de nos alliances, on a parlé de migration, etc. Moi, j'aimerais qu'on se tourne un peu vers l'avenir. Aujourd'hui, quand on voit la société ivoirienne, je n'ai même pas envie de parler de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. On se tourne vers les civilisations autres. Il y a un brassage d'habitudes, de traditions, d'us, de coutumes. Il y a des choses qu'on observe, par exemple, on sait que dans nos cultures bantoues, en général, un enfant se célèbre après sa naissance. Le ventre même de la femme enceinte, il est entre griffes sacrées, on le voit à peine. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'il y a des fêtes, des baby showers qui sont organisées avant la naissance de l'enfant, où le sexe de l'enfant est dévoilé avant même, on fait de grandes fêtes, etc., qui sont en contradiction avec nos mœurs profondes et sur beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous n'avez pas peur au regard de tout cela? Parce qu'on parle de mondialisation, c'est bien beau, mais il faut apporter et recevoir. Quand on a l'impression de ne faire que copier les traditions, les civilisations des autres, est-ce que vous n'avez pas peur que la nôtre se perde? Il faut avoir peur, effectivement, parce que rien que déjà par la langue, lorsque l'enfant n'a pas appris la langue de ses parents et qu'il n'est pas locuteur de cette langue, il ne la connaît pas. Et s'il ne la connaît pas, avec cette perte de la langue, il perd beaucoup de traditions, de valeurs traditionnelles de ses origines, c'est-à-dire de ses parents géniteurs. Donc, il serait vraiment indiqué que nos langues soient apprises. À l'école, par exemple? À l'école, par exemple. D'ailleurs, l'Institut de linguistique appliquée de l'université Félix Houphouët-Boigny a milité pour cette cause. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. On n'a pas eu gain de cause. Ces langues sont étudiées, beaucoup de langues sont étudiées, des différents groupes ethnoculturels de Côte d'Ivoire, mis en forme, prêts à être enseignés, mais cet enseignement dans les écoles, on l'attend toujours. Pourquoi, à votre avis, ça bloque? Parce que je me souviens, on avait reçu une école qui était à Bobo, dans laquelle on apprenait nos langues locales, nos langues maternelles. Pourquoi ça ne peut pas se faire à une échelle plus importante? Je ne saurais vous le dire parce que ça, c'est une décision de l'autorité. Une décision de l'autorité.
Et je pense qu'il faudra que cela se fasse. Parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, beaucoup de nos jeunes désapprennent ou même n'ont jamais appris. Ils ne connaissent que le français, ce que nous appelons le français de Côte d'Ivoire, qui est bien, qui me permet de communiquer, mais il serait mieux qu'en plus de cette langue ivoirienne, il y ait des langues nationales, régionales, qui nous permettent d'élargir nos horizons socioculturels. Alors, avant de passer la parole à Dr Phil, est-ce que la solution ne serait pas, par exemple, vous avez parlé de région, je donne une idée, hein. Par exemple, en fonction de la ville dans laquelle on étudierait la langue locale. C'est-à-dire que si on étudie à Daloa, moi par exemple, j'ai fait Daloa, j'ai fait Bundiali, j'ai fait Bouaké avant de venir à Abidjan. Si ces langues-là étaient enseignées, je parlerais un peu de Bété, je parlerais un peu de Baoulé, je parlerais... À Bundiali, c'est les... C'est nous Je parlerai un peu de la langue. Donc, on pourrait, par exemple, là, c'est une idée pour l'éducation nationale, en fonction de la langue, de la zone où on réside, on apprend la langue nationale. C'est une idée. Vivement que le professeur, je sais que vous serez écouté par les autorités. Alors, je vais soumettre le professeur à un exercice, mesdames et messieurs. Applaudissez pour moi le temps que je me lève. Alors, je vais... Attendez, docteur Philo. Ouais. Allez-y. C'est quoi l'utilité de la ceinture que vous avez? Oh, ça c'est un autre degré de la psychologie. Voilà, c'est un autre level, le professeur devrait le comprendre. Et tout à l'heure, j'ai parlé des ethnies, j'ai oublié de parler des Dioula. Et les jeunes Dioula, quand ils réussissent, ils sont en pratique Baka. Quand ils ont le permis, c'est le doctorat. Alors, professeur, vous avez parlé de beaucoup de sujets. Oui. Alors, je vais vous soumettre à un exercice avec une illustration. Vous avez parlé de changement environnemental. Et l'anthropologue que vous êtes, vous pouvez nous expliquer ce phénomène qui est arrivé le 2 mars dernier. Oui. Une pluie accompagnée de grêlons qu'on a l'habitude de voir, mais cette fois-ci avec des perles qu'on appelle communément baya. C'était à Asenze, hein, dans la sous-préfecture de Kokumbo. Voilà, Kokumbo. C'était le 2 mars dernier. Il y a eu une forte pluie, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une vraie information. Ça, c'est un reportage de RTI Info. Il y a eu une forte pluie accompagnée de grêlons. Et les populations ont pu observer à l'intérieur de ces morceaux de glace des perles. Ou bien baya, pour que tout le monde comprenne. Voilà, jusque-là, on n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Bien. Je ne saurais l'expliquer moi non plus. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les perles, comme vous le dites, le Baya, ont une signification importante au niveau de la population féminine. D'abord, c'est un signe, un trait de marquage de la population féminine. Lorsque les enfants sont jeunes, les jeunes filles, elles doivent porter ces perles au niveau de l'esthétique, d'abord. Ensuite, lorsqu'elles grandissent, c'est au niveau, justement, de la préparation au mariage. Et ces perles, également, apparaissent dans certaines manifestations communautaires. Le Kouroubi, par exemple, en pays malinké, pour signifier la beauté de la jeune fille. Donc, ces différentes dimensions esthétiques, familiales, festives, lors des manifestations festives, mais leur apparition dans une journée de pluie, de grêle, ça, je ne saurais faire la jonction entre le naturel et le culturel. Oui. Je ne pourrais pas. Docteur, quel est le résultat de votre analyse? Écoutez, nous avons enquêté. Pourquoi nous anticipons sur l'anthropologie? Voilà pourquoi je dis, il ne peut pas expliquer. Nous pouvons l'expliquer. On vous écoute. Vous allez retourner pour regarder la caméra. Écoutez, nous disons que ces perles-là nous rappellent un peu l'aspect fondamental de la femme. La femme qui est mère porteuse, la femme à qui l'on attribue, bien entendu, l'enfantement. Et cette femme d'aujourd'hui, qui s'étant agrippée sur le matériel, et une femme sénégalaise se serait mariée à des nuages. Et c'est le baya de cette femme-là qui descendait comme ça par la pluie. Parce que oui, écoutez, professeur, c'est une explication. Voilà. Je vous laisse étayer les propos. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose. Voilà, il est d'accord. Tout à l'heure, je disais qu'on apprend toujours. Voilà. Et précisément, je dirais qu'au niveau de l'anthropologie, parce que l'anthropologie comporte aussi plusieurs spécialités.
l'anthropologie sociale, culturelle, religieuse, etc. Et précisément au niveau de l'anthropologie religieuse, il y a des dimensions mystiques, spirituelles, qui vont ensemble. L'étude de l'homme, ce n'est pas seulement la chair, mais c'est l'esprit. À partir de ce moment-là, on considère que là où il y a cet esprit, il peut avoir des éléments matériels qui l'accompagnent. Et ces éléments matériels, ça peut être les perles. Ces éléments matériels, ça peut être les sacrifices que l'on fait au niveau de certains marigots, certaines rivières, etc., pour avoir des éléments spirituels dans la vie courante, normale. Donc la spiritualité et le physique vont ensemble dans l'anthropologie. Très bien. L'anthropologie sociale, l'anthropologie culturelle, l'anthropologie religieuse. On va en reparler dans quelques instants. Voilà. D'ailleurs, vous nous direz si, en tant qu'anthropologue, vous croyez à la sorcellerie. Bah oui, c'est une question qui se pose et on a hâte d'avoir la réponse. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Ma chérie, y'a pas peau. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui nous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors on va dire merci à notre public du jour. Nous avons Souno Assurance, voilà, ils sont là. Les responsables, Madame Keïta Mariam Fofana, Madame Diane Maï, et l'activité c'est une campagne d'information et de formation de la population au bien fondé de l'assurance prévue sur toute l'année 2025. Et le démarrage, ce sera pour le mois d'avril. Ensuite, on aura la campagne Kiffe tes vacances. Souno Assurance prévoit d'octroyer des stages d'apprentissage aux étudiants, une formation au métier de l'assurance, et ce sera à partir du mois de juillet 2025. C'est bien ça? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci, madame. Merci à vous. Et puis, nous avons également les étudiants du département de sociologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la Fédération nationale des étudiants, les élèves pour le développement du conflit. Voilà. Merci beaucoup, les responsables, messieurs Stéphane Bogbe et Kwaku Kobina, qui sont doctorants en sociologie. C'est bien ça? Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, nous avons les parents et collègues du professeur Kwaku Nguessan François. Nous allons saluer le professeur Daniel Bahabiz Youzan. C'est ça, il est là. Voilà. Professeur titulaire de sociologie, doyen honoraire de l'UFR Sciences de l'Homme et de la Société. Nous avons également le professeur Abbé Ndoumi Noël. Il est enseignant-chercheur. Merci, monsieur. Le professeur Kra Walter. Bonjour, professeur. Le docteur Bomba Lassine, ou Lassiné. Lassiné, voilà. Le docteur Kassi Adou. Il est là. Le docteur Koulibaly Amara. Bonjour, docteur. Docteur Corinne Oulaï. Elle est là, juste devant. Et madame Adiko. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre langue avec le professeur Touré Iraciala. Voilà, vous avez déjà le micro? Voilà, on peut s'asseoir. Bonjour, professeur. Alors, vous êtes le président du comité d'organisation du colloque international d'hommage au professeur Kwaku Nguessan François. C'est bien ça, et ce colloque se tiendra les 14 et 15 mars prochains au campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Dites-nous en plus. Oui. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire merci à la RTI de nous avoir invités à présenter, n'est-ce pas, le professeur Kwaku Nguessan François, que veut célébrer l'université Alassane Ouattara avec son statut de fondateur de l'université Alassane Ouattara et puis premier président honoraire de l'université Alassane Ouattara.
l'initiative du colloque, le thème, professeur Kwaku Nguessan François, quelle contribution à la science et à la société, C'est le thème qui comporte aussi plusieurs sous-thèmes. Cela a été initié par le président de l'université, Kwaku Kofi. Et en initiant cela, bien sûr, c'est une activité hautement scientifique qu'il faut placer sous le parrainage, n'est-ce pas, d'une haute autorité. Et le président Kwaku Kofi n'est pas allé loin. Il a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de parrainer, n'est-ce pas, ce colloque. En le parrainant, bien sûr, il y a une association d'étudiants, des premiers étudiants qui continuent, n'est-ce pas, de garder des liens avec l'université Alassane Ouattara. Et cette promotion, ce parrainage de cette association est bien sûr assuré par le docteur Séverin Ndatien Guibé-Songui, qui est premier vice-recteur vice-gouverneur du district de la vallée du Manama. D'accord. Alors, très rapidement, dans les grandes lignes, très rapidement. Alors, dans les grandes lignes... Qu'est-ce qu'on aura au menu de ce colloque? Oui, dans les grandes lignes, il y aura à la fois 3 colonnes d'animation de ce colloque. Il y a la première journée où on a les hommages, précédés, n'est-ce pas, des allocutions. Et ensuite, le deuxième colonne, ce sont les communications scientifiques qui vont s'organiser. Et puis, la troisième colonne, c'est le président Kwaku Nguessan François lui-même qui veut porter la parole, qui veut partager ses expériences. Très bien. Alors, tout le monde est invité. Qui a invité les étudiants? Oui, tout le monde est invité. Et en venant à cette rencontre, c'est toute la nation qui est invitée. Très bien. Et je voudrais déjà signaler qu'il y a des personnalités qui sont présentes qui n'ont pas été citées. Rapidement. Il y a le professeur Doumbia Timoko qui est là, accompagné. Applaudissez pour le professeur. D'autres collègues. Merci, professeur. Il y a M. Hier Kinapina Jean-Marie et son épouse qui sont là en tant que parents. Et ensuite, Madame Geneviève de Wobier. Madame Geneviève. Avec son grand frère qui sont là. Et Madame Geneviève de Wobier, c'est une dame qui a toujours été, on pourrait dire, secrétaire perpétuelle et permanente du professeur Kwaku. Et la liste est exhaustive. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On s'en est tenu à la liste que vous nous avez fait parvenir. Effectivement. Mais c'est pas grave, on est très heureux de voir tout le monde. Tout a été rattrapé, madame. Vous le savez, tous les mardis, on a le grand bonheur d'avoir notre très cher André Abi qui a à cœur de dénoncer les comportements inadaptés en société, c'est le cas de le dire, et surtout de nous donner la bonne attitude à adopter. C'est tout de suite dans Changeons. Et oui, bonjour Eva, bonjour public et bien sûr bonjour à nos chers téléspectateurs. Et oui, le mois de mars est lancé et qui dit mois de mars dit célébration des droits de la femme. L'occasion aussi de rappeler les injustices et les violences subies par ces dernières-là au quotidien, parmi lesquelles les violences conjugales sont les plus importantes. En effet, selon les données du Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre, une femme sur 3 a été victime de violences au cours de sa vie, un chiffre assez inquiétant. Et pour vous permettre, n'est-ce pas, de bien visualiser tout ça, je vous invite à suivre cet élément. Oh, enfin, on dit quoi, tu as aimé l'endroit? Oui, non, j'ai trop aimé, c'était trop bien la nourriture. Ouais, mais toi, qui t'a montré l'endroit? Non, écoute, ce sont mes balades sur Facebook, j'ai découvert ça. Sûr de toi. Tu sais que je suis pour honnête fidèle, le plus fidèle du monde. Oui, fidélité même étonnée. Oh, franchement. Allô? Stéphane, ça va? Bonsoir. Oui. Non, je fais rien d'important, on peut causer, Non, d'accord, mais si c'est trop long, quand je rentre tranquillement à la maison, je te rappelle alors. Allez, porte-toi bien, bye. Attends, tu es sérieuse là? Comment ça?
Tu ne fais rien d'important. Non, c'est une manière de parler. Ah, chérie. C'est qui ce Stéphane-là? Oh, Stéphane, c'est mon ami d'enfance. Quelle enfance? Mon ami d'enfance. Je t'ai déjà parlé de lui. Il faut te calmer. On est au restaurant. Non, je me calme pas. Ça fait plusieurs fois que je te comportes comme ça quand on sort ensemble. Pourquoi tu fais ça? Oh, mais c'est bon maintenant. Là. Quand on est en couple, on n'a pas le droit d'avoir des amis. Et en plus, c'est comment tu me parles? Toi, tu es qui? On te parle pas comme ça. Attends, tu me parles en comment? Ah, toi, tu me parles comment aussi? Toi, tu es qui? On te parle pas comme ça. Toi, tu es qui? Tu veux savoir c'est qui? Toi, tu es qui? Allô? Oui, allô chérie. Je suis vraiment désolé. Non, ça fait plusieurs fois. Ça fait 2 fois que tu me portes, mais moi je suis fatiguée. Non. Oui. Il n'y aura même plus... Non. C'est juste la première fois, c'est pas la deuxième fois, chérie. Il n'y aura même pas de 3e fois. S'il te plaît, reviens. Non, moi je veux pas, Moi je veux pas. Reviens s'il te plaît. Des revenus. Des revenus. Tu as pu faire, non? D'accord. J'ai compris, j'arrive. Je t'attends, bébé. Alors voilà Eva, alors que retenir, hein, n'est-ce pas, de cette vidéo? Effectivement, le temps pour moi de rapidement vous donner cette statistique, oui. Une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé a révélé effectivement sur la violence domestique dans plusieurs pays africains, a révélé que 30% à 60% des femmes victimes de violences conjugales a déclaré, n'est-ce pas, avoir subi à nouveau une autre forme de violence également. Alors mesdames, nous vous invitons tout simplement à vous en aller, voilà, dès les premiers signes de violence répétés et observés, surtout quand aucune communication ne passe plus, il y va de votre vie. Mesdames, messieurs, chers invités, chers publics hein, de ces midis, et vous, à vous les hommes, qu'est-ce qu'on fait après ça? Changeons! Merci André Abi. Rapidement, hein, docteur, parce qu'on a une autre chronique qui arrive. Est-ce que la violence conjugale fait partie de notre culture? C'est l'occasion parce qu'on a tendance à dire que les femmes doivent supporter, les vraies femmes africaines doivent supporter, etc. Est-ce que la violence fait véritablement partie, violence conjugale, s'entend, fait véritablement partie de notre culture? Bon, la violence, nous la connaissons, mais elle est à proscrire. Elle est à proscrire. Parce que lorsqu'on est marié, pour vivre ensemble, il faut pouvoir se comprendre. Et se comprendre, c'est pouvoir échanger. On n'a pas forcément le même caractère, même si on est de même groupe ethnoculturel et qu'on partage beaucoup de valeurs ensemble. Le caractère individuel peut être différent, et à partir de cette différence peuvent naître les incompréhensions. Mais il faut pouvoir précisément se dominer, se surpasser pour éviter d'aller aux violences. D'accord. Ah, absolument. J'espère que le message a été entendu et que pas tombé dans l'oreille de sourds. Parce qu'on a tendance à voir, notamment sur les réseaux, vraies femmes africaines doivent supporter, etc. Non. Non. Ce n'est pas une qualité. Dernière coupure publicitaire de l'émission, à tout de suite. Êtes-vous prêt à allumer votre week-end? Sur le plateau de Allume la télé, le jeu, vos personnalités préférées se lancent dans des défis hilarants et explosifs. Entre rire, jeux et musique, la compétition s'annonce 100% fun. Des équipes survoltées, des épreuves smart et déjantées. Et une seule mission, se surpasser pour décrocher la victoire. Retrouvez Jean-Michel Aunin pour une soirée de pur divertissement où tout peut arriver. Allumez votre télé, allumez votre week-end. Tous les vendredis à 20h50 sur RTI 1. Rediffusion samedi 15h30. Vous êtes habitués donc de notre émission. Vous le savez, mardi, c'est double dose de plaisir, double dose de chronique. Cette fois-ci, on accueille Sabine Jérémy pour C'est midi s'occupe de vous. Bonjour public, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre chronique de C'est midi s'occupe de vous. D'entrée de jeu, je vous rappelle un peu les principes de cette rubrique. Il s'agit juste, quand vous avez un problème, de nous contacter et nous faisons l'agréable plaisir de vous répondre en trouvant une solution. Aujourd'hui, je vous envoie dans le cadre de la mode avec Miss Kobli. On parle d'anthropologie. Monsieur le professeur, ça tombe bien parce qu'elle est créatrice ou inventrice d'un pagne BT. Elle est couturière et elle veut se perfectionner au styliste afin de promouvoir, bien évidemment, ce pagne. À la caméra, il y avait Abou Keïta, au montage, Djebi Serge. Écoutons-la.
Je suis couturière, j'ai 2 enfants et j'ai constaté que le peuple bété n'a pas de pagne à proprement dit. Et c'est le pagne Dida qui existe, que vous connaissez déjà, en tapa, en raffia et tout. Et moi, j'ai aussi fait le pagne bété, j'ai trouvé aussi les motifs faits en tapa et aussi on peut faire aussi en raffia. Voilà, les accessoires en raffia et les tapettes à bodje en tapa. Donc j'ai contacté Ces Midis s'occupent de vous pour que Ces Midis s'occupent de vous puissent m'aider à faire de telle sorte que je puisse devenir aussi une styliste modéliste. Nous l'avons écoutée, elle s'est bien exprimée sur son besoin. Découvrons ensemble la solution que nous avons trouvée pour elle. Nous avions lancé dans le temps un appel qui consistait à aider les gens à notre manière. Et déjà, le cas de Dame Quibli tombe bien et nous nous engageons à l'aider afin qu'elle puisse comprendre les rouages du domaine. Donc, elle peut naturellement compter sur nous. Nos remerciements vont bien sûr à l'endroit de Cass Ampi, celui que vous venez de voir, M. Camara, qui donc devient le parrain obligatoire, je veux dire, de Miss Kobli. Si tout comme elle, vous avez des problèmes et vous recherchez une solution, n'hésitez pas à nous joindre à ce numéro 05 85 01 07 07. Alors public, quand c'est midi, s'occupe de vous, problème devient comment? On va avec ça. J'ai dit Dr Philo. Momo, oui, j'avais une question pour... Professeur, une question pour vous, professeur. Quand on parle d'anthropologie, de sociologie en Afrique, bien évidemment, Cheikh Anta Diop, nation nègre et culture. Et en général, il parle de primauté civilisationnelle africaine. Est-ce que vous êtes inspiré de ça pour être ce grand anthropologue aujourd'hui? Je me suis inspiré, bien sûr, de beaucoup de prédécesseurs, de célèbres prédécesseurs. Mais pour regarder sur le sol africain, il y a beaucoup d'exemples. Il y a Mpateba, vous connaissez tous. Oui. Il y a plus près de nous le professeur Haris Memel Fouté, Georges Nyango Amboa, Barthélemy Kochi et beaucoup d'autres. Donc, il y a des exemples, de nombreux exemples. Et ces exemples, justement, ont puisé leur savoir de nos terroirs, de nos cultures africaines, ivoiriennes. Et justement, c'est pour cela que l'apprentissage de la langue pour nous est une chose importante, parce que justement, les concepts clés sont dans ces langues. Et au travers de ces langues, il y a les valeurs qui sont en dessous des mots et des concepts. Donc, il faut apprendre ces langues. L'apprentissage de ces langues me semble quelque chose d'important pour que nous restons accrochés à ces valeurs afin que nous ne les perdions pas et nous ne perdions pas ni notre personnalité, ni notre identité collective commune d'Africains. Merci beaucoup. Ok, professeur, vu que nous parlons d'anthropologie et d'études de l'homme, peut-on allier anthropologie et psychologie? Oui, bien sûr. La liaison, c'est pour cela que dans les sciences sociales et humaines, ces différentes disciplines cohabitent. La psychologie, c'est au niveau du caractère et du comportement, et l'anthropologie, c'est au niveau des valeurs de culture. Je pense que c'est des sciences qui sont alliées même. C'est tout à fait lié. Et la sociologie, l'étude des sociétés. Et ces différentes disciplines relèvent toutes de l'étude de l'homme. D'accord. Alors, pour finir, parce qu'on est au terme de l'émission, la question, je vous l'avais posée juste avant la pub, très rapidement, parce qu'on est pratiquement au terme là, au regard de vos études anthropologiques, de votre longue expérience de professeur, sociologue, anthropologue, est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie existe? Qu'est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut dire que la sorcellerie existe? La sorcellerie. Soyez bien, écoutez ça. Rapidement, en quelques mots. Oui, elle existe. Elle existe. Elle existe. Très bien. C'est un pouvoir. Ah, voilà. C'est un pouvoir
justement, qui est au-dessus du naturel, c'est le supranaturel. Mais dans la mentalité africaine, elle est étroitement liée, disons, à la dynamique de l'individu et dans la société. Elle contribue justement à un certain nombre de valeurs et aussi de contre-valeurs. De contre-valeurs, parce que quand on parle de sorcellerie en général, on pense tout de suite au négatif, aux forces du mal, à tout ce qu'il y a de... Parce que l'exploitation qui est faite, elle est négative, généralement. Très bien. Merci. Je vous l'ai dit, on est au terme de l'émission. Ça a été un bonheur de recevoir le professeur Kwaku Nguessan François, professeur donc titulaire au département d'anthropologie et de sociologie. C'est à l'université donc de Bouaké. C'est bien ça. On rappelle que le colloque international d'hommage aux professeurs se tiendra les 14 et 15 mars prochains au campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci, Dr Philo. Au plaisir. Merci, Denis Sanfran. Merci. Merci, Momo. Merci, Eva. On vous laisse le dernier mot, bien évidemment, en 15 secondes. Oui, c'est plutôt, je dis merci à la RTI pour cette introduction du colloque qui va se tenir à Bouaké. Merci à toutes les personnes qui seront disponibles pour être présents. Je pense que je me présenterai un peu plus ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci public. Merci à tous. On se retrouve demain, bien évidemment, à partir de midi sur RTI 1. À demain.